Situé dans le nord-ouest du Missouri, le comté de Livingstone offre une vie tranquille au milieu des fermes et des pâturages. Chillicothe, la seule ville de la région, compte moins de 10 000 habitants. C'est très petit et tout le monde se connaît. Chacun surveille que tout va bien chez son voisin et je suis sûr que la plupart des gens ne ferment jamais leur porte à clé. À l'automne 1986, une affaire criminelle hors du commun va perturber cette paisible communauté rurale. Gary Calvert, le shérif adjoint, reçoit la visite de son homologue du comté voisin, qui recherche un voleur de bétail. Il enquêtait sur une affaire d'escroquerie. Un certain Dennis Murphy avait payé des vaches avec un chèque sans provision. Et d'après ces informations, le bétail avait été emmené dans une remorque qui appartenait à Ray Copeland. Ray Copeland, septuagénaire, a élevé 5 enfants avec sa femme Faye. Il se considérait comme un homme à tout faire. Il faisait des petits boulots de peinture, il tondait la pelouse. Quand il voulait travailler pour quelqu'un, il était aimable, mais sinon, c'était plutôt un vieux bougon. Faye, c'était la femme de fermier typique. Elle travaillait en ville à Chillicothe. Gary Calvert et le shérif adjoint du comté voisin rendent visite à Ray Copeland. Les deux policiers espèrent que celui-ci pourra les aider à retrouver Dennis Murphy, le vagabond accusé d'avoir émis le chèque. Monsieur Copeland a dit que Dennis Murphy lui avait effectivement demandé de transporter le bétail et de le garder quelques jours. Mais ensuite, cet individu était parti avec les bêtes et il n'avait aucune idée d'où on pouvait le trouver. Gary Calvert s'en tient à cette version, jusqu'à ce que le shérif d'un autre comté voisin ne le contacte à son tour. Il est à la recherche d'un vagabond du nom de Wayne Warner. Lui aussi a acheté du bétail avec un chèque sans provision et là encore, les bêtes ont été transportées par Ray Copeland. J'ai dit à mes collègues, prenez les dépositions de ces deux individus. Et s'il en ressort que Ray Copeland est impliqué, tenez-moi informé, je vous aiderai pour l'enquête. Le problème, c'est que Dennis Murphy et Wayne Warner restent introuvables. Tous deux étant connus comme des marginaux sans domicile fixe, les policiers pensent simplement qu'ils ont quitté la région. Ils ne cherchent pas plus loin. 3 ans plus tard, en août 1989, la police du Nebraska reçoit un étrange appel téléphonique. Un homme affirme qu'un fermier du comté de Livingstone, dans le Missouri, l'aurait forcé à acheter du bétail avec un chèque sans provision. Et ce n'est pas tout. Il dit avoir vu des restes humains sur la propriété du fermier. L'homme en question est un SDF du nom de Jack McCormick. Quant au fermier dont il parle, il s'agit de Ray Copeland. Jack McCormick dit avoir rencontré Ray Copeland dans une mission religieuse à Springfield, dans le Missouri. Ray Copeland lui a proposé la somme de 50 $ par jour s'il l'aidait dans une transaction pour du bétail. Ray Copeland lui promet aussi de l'héberger gratuitement dans sa ferme. Le SDF voit cette proposition comme un moyen de sortir d'une mauvaise passe. Il accepte sans se méfier. Ray Copeland emmène d'abord Jack McCormick dans une banquier. Les deux hommes se rendent ensuite au marché au bétail. Ray Copeland demande à McCormick de faire les enchères pour lui, car lui-même est trop sourd pour le faire. Le SDF devra payer le bétail avec un chèque qui sera tiré sur le compte qu'il vient d'ouvrir. Ils achètent un lot à 2000 $. Ray Copeland charge les bêtes dans sa remorque, mais Jack McCormick est inquiet. Il sait que le chèque sera refusé car il n'y a que 200 $ sur le compte et c'est lui qui sera responsable. Une fois arrivé à la ferme, son sentiment de malaise s'intensifie. La femme de Ray Copeland, Faye, l'épie constamment. Quelques jours plus tard, il découvre ce qui lui semble être des restes humains près d'une grange. Mais c'est ce qui va se passer ensuite qui va l'amener à appeler la police.
Ray Copeland lui a dit qu'il y avait un raton laveur dans la grange et qu'il avait besoin de son aide pour le tuer. Ray avait une carabine, il a donné un bâton à Jack et il lui a dit « Enfonce le bâton dans le trou pour faire sortir le raton laveur et moi je vais lui tirer dessus. » T'es sûr qu'il est là? Oui, je l'ai vu rentrer. Jack a comme un pressentiment. Quand il se retourne, il voit Ray Copeland avec l'arme pointée droit sur lui. C'est un moment que Jack n'est pas prêt d'oublier. Je ne l'ai plus quitté des yeux après ça. Je regardais derrière moi en permanence. Je n'ai pas voulu partir en courant par peur qu'il me tire dessus. Jack McCormick est terrifié. Peu après, il persuade Ray Copeland de l'emmener en ville et réussit à lui fausser compagnie. Cet inquiétant témoignage décide Gary Calvert à rouvrir l'enquête sur les deux vagabonds disparus, Dennis Murphy et Wayne Warner. Le shérif cherche s'il y a eu un quelconque signe d'activité de leur part, en étudiant leurs comptes bancaires, leur permis de conduire et leur dossier de sécurité sociale. Mais les deux hommes semblent n'avoir laissé aucune trace. Des chèques sans provision, 2 SDF disparus et le témoignage de Jack McCormick, les éléments rassemblés suggèrent un même mode opératoire. Les policiers obtiennent un mandat de perquisition. Et le 9 octobre 1989, Fay et Ray Copeland sont arrêtés. À ce stade de l'enquête, le chef d'inculpation retenu est escroquerie en bande organisée et ne concerne que les chèques émis par Dennis Murphy et Wayne Warner. Mais juste avant l'arrestation, Al Copeland, l'un des fils du couple, comprend qu'il s'est passé quelque chose de grave. La veille de leur arrestation, mon père et ma mère sont venus chez nous. Et ma mère voulait dire quelque chose, mais elle n'a jamais pu le faire. La seule chose que nous, on a entendue, c'était mon père qui lui disait « Tais-toi, on s'en va ». Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Interrogé par le shérif Calvert au sujet des deux hommes disparus, Ray Copeland nie en bloc. Vous n'êtes pas impliqué dans ces disparitions? Non. Fay Copeland affirme également ne rien savoir. Elle n'en a jamais vraiment parlé avec nous. La seule chose que ma mère m'a dit, c'est « Ne crois pas tout ce qu'on raconte ». La fouille de la maison du couple permet de trouver des relevés bancaires, des carnets d'élevage, mais aussi plusieurs armes à feu ainsi que des vêtements masculins avec des étiquettes marquées d'un nom. Les policiers pensent qu'ils appartenaient à des ouvriers agricoles de passage. Généralement, ils n'ont presque pas d'affaires en dehors de leurs vêtements, donc ils ne les laissent pas. Quand ils partent, ils emportent leurs vêtements avec eux. Plus troublant encore, les policiers trouvent une liste de noms écrite à la main sur un petit morceau de papier. En face de certains de ces noms, il est écrit « Non ». Les policiers découvrent que ces hommes ont tous été approchés par Ray Copeland, mais qu'ils ont refusé d'acheter du bétail pour lui. Ceux-là sont encore en vie. D'autres noms sont marqués d'un X, et ces hommes-là ont tous disparu. Gary Calvert commence à soupçonner l'impensable. Ray et Fay Copeland auraient assassiné plusieurs vagabonds, et la liste des noms serait celle de leurs crimes. La police entame des fouilles sur les 16 hectares de terre du couple. Pour pouvoir les inculper, il nous fallait les corps. En fouillant dans le passé de Ray Copeland, les enquêteurs constatent également qu'il a un casier judiciaire bien rempli et que l'escroquerie aux chèques sans provision est un peu sa spécialité. Il avait fait exactement la même chose plusieurs dizaines d'années plus tôt dans l'est du Missouri. Mais dans cette affaire, l'homme qui avait émis le chèque avait été retrouvé. Et il a témoigné contre Ray Copeland qui a été envoyé en prison. Selon les enquêteurs, ce séjour en prison aurait profondément marqué Ray Copeland. Déterminé à ne plus jamais retourner derrière les barreaux, celui-ci aurait tout simplement décidé à l'avenir d'éliminer les témoins.
La police redouble d'efforts pour retrouver les corps. On a consacré plusieurs jours à fouiller toute la ferme, ce qui a attiré beaucoup d'attention, comme vous pouvez l'imaginer. Sous les yeux des médias, les policiers ratissent la propriété pendant une semaine. Mais les recherches restent vaines. Jack McCormick avait dit avoir vu des os, mais on n'a rien trouvé. Le shérif Calvert interroge à nouveau Ray Copeland pour tenter de le faire craquer, mais sans succès. Vous ne trouverez pas de corps. Vraiment. Le pire, selon moi, c'est que plusieurs de ces individus sont morts. Si c'est le cas, j'ai rien à voir avec ça. C'est alors qu'un rebondissement se produit. Jamin qui l'aurait aperçu. C'était faux. Mais j'ai dit ça pour que la police réagisse, parce que j'étais absolument sûr de ce qui s'était passé dans cette ferme. Malgré tout, les chèques sans provision, les hommes disparus et la liste de noms sont des éléments suffisamment sérieux pour justifier la poursuite des recherches. Et l'intense couverture médiatique permet finalement aux enquêteurs de recueillir des informations intéressantes. On recevait des appels de gens qui disaient « Ray a travaillé pour telle ou telle personne, il a réparé la grange ou la clôture. » Alors j'ai envoyé des hommes vérifier chacune de ces pistes. Un homme appelle la police pour signaler qu'à un moment donné, une odeur d'animal mort émanait d'une grange réparée par Ray Copeland. Paul Stegmaier, shérif adjoint, est immédiatement envoyé sur place. On utilisait une simple tige en acier. Quand la terre a été dérangée à un endroit, la tige s'enfonce beaucoup plus facilement. Même si c'était il y a longtemps, on sent toujours une différence avec la terre autour. À un endroit où la terre semble avoir été remuée, les policiers commencent à creuser. Et très vite, ils font une macabre découverte. Un corps enveloppé dans du plastique. Le cadavre a été enterré à une faible profondeur avec ses chaussures. Juste à côté se trouvent deux autres corps. Les trois hommes sont identifiés grâce à leurs fiches dentaires. Il s'agit de James Harvey, John Freeman et Paul Coward. Tous étaient sans domicile fixe et leurs noms figuraient sur la liste retrouvée chez Ray Copeland, marquée d'un X. Chacun a reçu une balle à l'arrière du crâne. On a récupéré les balles logées dans leur crâne et elles avaient toutes été tirées par une des carabines retrouvées chez Ray Copeland. Le 17 octobre 1989, Ray et Faye Copeland sont inculpés des 3 meurtres avec préméditation. Le procureur déclare son intention de demander la peine de mort. Tandis que la recherche des corps continue, les policiers recueillent des informations d'une source inattendue. Ray Copeland a appris qu'on avait retrouvé 3 corps. Alors il a dit qu'il voulait nous aider. Selon ses dires, Ray Copeland aurait entendu 3 hommes parler dans un restaurant du meurtre qu'ils auraient commis. Le corps aurait été jeté dans un puits. Et il y a un type dedans? Oui. Qui est-ce? Ça, je ne sais pas. Il est lesté. Avec un bloc de béton. On entreprend rapidement des fouilles. On a équipé une corde d'un grappin et on l'a descendu au fond du puits pour voir si on trouvait quelque chose. À un moment, on a remonté une botte de cow-boy et à l'intérieur, il y avait encore les restes du pied de cet individu. Là. Le corps retrouvé est identifié comme étant celui de l'un des vagabonds recherchés depuis le début de l'enquête, Dennis Murphy. Les policiers fouillent ensuite une grange située à une trentaine de mètres du puits. La grange était complètement remplie de grandes balles de foin comme celle-là, là où le foin dépasse sur les côtés. Et tout au bout, on a trouvé le 5e corps. Le corps est celui de Wayne Warner.
Comme les autres, les deux hommes ont reçu une balle à l'arrière du crâne tirée par la carabine de Ray Copeland. Ray et Faye Copeland sont désormais accusés de 5 meurtres. Ray Copeland aurait exécuté les victimes et dissimulé les crimes. Très vite, le procureur décide de mener 2 procès séparés. Faye Copeland sera la première à être jugée. Durant les mois suivants, ses avocats préparent la stratégie de défense suivante. Non seulement Faye Copeland ne savait rien des crimes commis par son mari, mais elle était aussi victime de sa brutalité. Marilyn Hutchinson, psychologue, est chargée d'évaluer l'état mental de l'accusé. Elle venait me voir comme un patient normal, mais accompagnée par des policiers. Une fois par semaine, pendant 9 mois environ. Elle m'a paru extrêmement abattue. C'était une personne très triste. Bien que Faye Copeland refuse de dire quoi que ce soit contre son mari, après plusieurs séances et des entretiens avec les enfants du couple, la psychologue découvre une famille dominée par la personnalité brutale de Ray Copeland. C'était un vrai dictateur. Et s'il était contrarié ou vexé, quelle que soit la raison, il s'en prenait physiquement à la personne la plus proche de lui, ou alors à celui ou celle qui s'était attiré ses foudres. Je suis désolée. Au moment de leur rencontre, Faye a 19 ans et Ray 26. Il a déjà été en prison pour escroquerie au chèque sans provision. Le mariage est célébré après quelques mois seulement et Ray ne tarde pas à se montrer sous son vrai jour. Juste après le mariage, il a refusé de payer le père de Faye pour des travaux. Il a aussi volé de la nourriture chez ses beaux-parents et il a tenté de violer sa belle-sœur. Malgré tout, Faye est restée dévouée à son mari. C'est lui qui passait en premier. Elle a été comme ça toute sa vie. Al Copeland a lui aussi souffert de la violence de son père. Un jour, il s'est énervé parce qu'il n'arrivait pas à enfoncer un clou. Et j'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Il m'a frappé avec des entraves pour vaches en fer. C'était courant avec lui. La seule chose à faire, c'était de l'éviter le plus possible. Les 5 enfants du couple ont quitté la maison dès qu'ils ont pu. Faye, elle, est restée. Elle avait des bleus. Quand on leur rendait visite ou qu'eux venaient nous voir, on la voyait parfois avec un œil au beurre noir, parce qu'il l'avait frappée au visage ou quelque chose comme ça. Peu avant le procès, le procureur fait à Faye Copeland une proposition. Si elle passe aux aveux, il ne demandera pas la peine de mort, mais seulement quelques années de prison. Faye Copeland continue d'affirmer ne rien savoir. On allait souvent la voir en prison, mais elle a continué de ne rien dire. Ni à moi, ni à mes frères et sœurs. Ma mère était terrorisée par Ray, et on ne pouvait strictement rien y faire. En se basant sur le rapport de la psychologue, les avocats de Faye comptent plaider le syndrome de la femme battue. Après des années de violence physique et psychologique, Faye Copeland serait entièrement sous la coupe de son mari, même derrière les barreaux. Pendant des dizaines d'années, elle avait appris à ne jamais lui poser de questions, à ne jamais le critiquer. C'est un phénomène que l'on appelle l'impuissance apprise. Quand on a reçu autant de mauvais traitements pendant aussi longtemps, même quand la porte du camp de concentration est ouverte, parfois on reste paralysé, parce que l'on a perdu la capacité de voir l'occasion qui se présente. À l'ouverture du procès, le 1er novembre 1990, Faye Copeland plaide non coupable. Ses avocats ont bon espoir. Grâce au témoignage de Marilyn Hutchinson, ils comptent démontrer que Faye ne peut pas être tenue pour responsable, car elle était entièrement sous la domination de son mari. Le jury sera-t-il sensible à cet argument? Mais tout à coup, un élément inattendu vient bouleverser le cours du procès. Il y a eu une erreur administrative. Donc le procureur a fait objection et je n'ai pas été autorisé à témoigner. Privés de leur thèse principale,
les avocats de Faye Copeland n'ont que peu d'arguments à opposer aux preuves et témoignages de l'accusation. En premier lieu, le procureur appelle à la barre Jack McCormick. Celui-ci affirme que Faye Copeland tenait les comptes et qu'elle s'occupait des journaliers hébergés à la ferme. L'accusation montre ensuite quelques affaires des SDF retrouvées dans un placard, ainsi qu'un couvre-lit en patchwork que Faye a réalisé à partir de leurs vêtements. Et elle produit enfin la liste de noms avec celui des hommes assassinés marqué d'un X. Des experts en graphologie attestent que la liste a été écrite par Faye Copeland. Selon le procureur, la responsabilité de l'accusé est donc aussi lourde que celle de son mari. Elle tenait les comptes, elle savait ce qui se passait. Pour moi, c'est évident. Marilyn Hutchinson, cependant, reste persuadée que la liste ne constitue pas une preuve de culpabilité. Ray Copeland était illettré, donc il lui a dit de noter des noms et parfois de mettre un X en face de certains noms. Et comme à son habitude, elle ne lui a pas demandé pourquoi. Enfin, l'accusation montre au jury une lettre écrite par Faye Copeland à son mari depuis la prison, 4 jours après leur arrestation. Au sujet des fouilles dans leur propriété, elle écrit « Qui ne trouve rien, n'a rien ». Et elle ajoute « Les choses vont se calmer ». Pour l'accusation, c'est une preuve accablante qui devrait lever tout doute dans l'esprit des jurés quant à la culpabilité de Faye Copeland. Marilyn Hutchinson, en revanche, ne voilà qu'une lettre de soutien écrite par une femme loyale à son mari. Elle a continué de lui écrire, de le soutenir et de l'encourager, comme elle avait été conditionnée à le faire. Pour moi, il n'y avait rien de surprenant dans cette lettre. Et pour un jury de non-spécialistes, c'était comme si elle tentait de dissimuler quelque chose. Ils l'ont compris comme ça. En l'absence du témoignage de la psychologue, les preuves matérielles paraissent accablantes. Lors du procès, Faye Copeland ne parlera jamais d'éventuelles violences qu'elle aurait pu subir de la part de son mari. Après 3 heures de délibération, le jury rend son verdict. Coupable de meurtre avec préméditation. Elle a toujours dit qu'elle était innocente et qu'elle ne savait rien. Mais pour moi, les preuves ont montré que c'était faux. Faye Copeland est condamnée à mort par injection létale. Le 7 mars 1991, Ray Copeland comparaît à son tour devant la justice. Le procès ressemble à une réplique de celui de sa femme, avec des preuves matérielles accablantes. Après 10 jours d'audience et seulement 2h30 de délibération, le jury déclare Ray Copeland coupable de 5 meurtres avec préméditation. Il est également condamné à mort. Mais la sentence ne sera jamais appliquée. 2 ans plus tard, Ray Copeland décède de cause naturelle dans le couloir de la mort, à l'âge de 78 ans. Elle l'a aimé, du jour de leur mariage jusqu'au jour de sa mort. C'était l'amour de ma vie. Avec mes enfants, il y aura toujours de l'amour dans mon cœur pour lui. Même après la mort de son mari, Faye Copeland refuse de dire ce qui s'est réellement passé. Néanmoins, elle commence à évoquer les mauvais traitements qu'elle a subis. En 1999, en appel, sa condamnation à mort est commuée en peine de prison à vie sur la base de témoignages non divulgués relatifs au syndrome de la femme battue. En 2002, après 12 ans de prison, Faye Copeland est victime d'une attaque. Elle est transférée dans une maison de retraite et décède 1 an plus tard, à l'âge de 82 ans. J'aimais ma mère. Et je l'aime toujours. Faye Copeland a-t-elle écrit des noms sur une liste parce que son mari le lui avait demandé? Ou bien tenait-elle consciemment une macabre comptabilité? Personne ne saura jamais dans quelle mesure elle a participé au meurtre. À ce jour, 3 autres marginaux dont on sait qu'ils sont entrés en contact avec les Copeland demeurent introuvables. Peut-être qu'il y a encore des cadavres quelque part, c'est possible. Si on les retrouve, ce sera probablement par accident.